Vous écoutez un podcast du studio Les Bonnes Ondes. Un studio de création sonore basé à Casablanca qui donne la voix à celles et ceux qu'on entend trop peu. Découvrez toutes nos séries sur lesbonnesondes.ma. Avertissement. Cet épisode aborde des thèmes sensibles liés aux violences sexuelles, au consentement et aux procédures judiciaires. Certains propos ou extraits cités peuvent heurter la sensibilité des auditeurs et auditrices. L'écoute est recommandée à un public averti. En roue livre, saison 2, épisode 4. Aujourd'hui, Les choses humaines de Karine Thuil, publié en 2019 aux éditions Gallimard et disponible en version poche chez Folio. On était souvent déçus par la vie, par soi, par les autres. On pouvait tenter d'être positif, quelqu'un finissait par vous cracher sa négativité au visage. Ça s'annulait. On crevait de cet équilibre médiocre. Mais lentement, par à-coups. Avec des pauses lénifiantes qui proposaient une brève euphorie. Une gratification quelconque, l'amour, le sexe, des fulgurances, l'assurance d'être vivant. C'était dans l'ordre des choses. On naissait, on mourait. Entre les deux, avec un peu de chance, on aimait, on était aimé. Cela ne durait pas. Tôt ou tard, on finissait par être remplacé. Il n'y avait pas à se révolter, c'était le cours invariable des choses humaines. Une fois n'est pas coutume, c'est par les dernières phrases du livre du jour que nous commençons. Des phrases qui peuvent paraître à tort, théoriques ou banales. Karine Thuil, juriste de formation, s'empare comme souvent de ce qui traverse son époque. Elle s'y arrête pour zoomer, à la manière d'une photographe qui ajuste son appareil. Puis elle raconte une histoire qui laisse ses lecteurs et ses lectrices, au mieux perplexes, au pire profondément mal à l'aise. En effet, les travers et les fonctionnements de nos sociétés y sont interrogés dans des questionnements souvent dérangeants, mais nécessaires, autour de l'éthique, de la morale et de la justice. Pour Les choses humaines, son 11e roman, elle a assisté à de nombreux procès et s'est intéressée à la culture du viol. Les choses humaines a reçu le prix Interallié et le Goncourt des lycéens en 2019. Mais bon, trêve de préambule, posons le cadre. Et le cadre, c'est une famille. D'abord Jean Farel, célèbre journaliste politique français de 70 ans. Son credo pourrait être « tout contrôler, ne rien lâcher », ce qui explique probablement sa longévité sur les plateaux télé. Puis sa femme, Claire, de 27 ans sa cadette, fille d'un professeur de droit à Harvard et d'une traductrice française. Claire est une essayiste non moins célèbre, connue et reconnue pour ses engagements féministes. Et enfin, Alexandre, leur fils de 21 ans. Ingénieur diplômé de Polytechnique, il est sur le point d'intégrer l'université Stanford en Californie. C'est une famille parfaite, le portrait de la réussite sociale. Mais au-delà des apparences, c'est une autre réalité qui se révèle. Jean a une sorte de double vie avec Françoise Merle, également journaliste, mais de la presse écrite. Une ancienne prix Albert Londres dans les années 70. Quant à Claire, elle en a assez. Elle en a assez de jouer son rôle d'épouse modèle avec son mari, son mentor. Elle en a marre de cette autorité protectrice qui a fini par la placer dans une position de suggestion. À 43 ans, après sa guérison d'un cancer du sein, elle est déterminée à suivre le cours de sa vie selon ses propres règles. Début octobre 2015, elle quitte brutalement son mari. Le sexe et la tentation du saccage. Le sexe et son impulsion sauvage. Tyrannique. Incoercible. Claire y avait cédé comme les autres, renversant quasiment sur un coup de tête, dans un élan irrésistible, tout ce qu'elle avait patiemment construit. Une famille, une stabilité émotionnelle, un ancrage durable. Pour un homme de son âge. Adam Wiesmann, professeur de français dans une école juive du 9-3, qui vivait depuis 3 ans avec sa femme et leurs 2 filles, Noah et Mila, 13 et 18 ans, au pavillon sous bois, une paisible commune de Seine-Saint-Denis. Une femme de ton âge et dans ta situation ne doit pas se mettre en danger.
C'était en substance ce que sa mère lui répétait, ce que la société affirmait avec une autorité lugubre, ce que la littérature même confirmait en érigeant au rang d'héroïnes classiques des femmes mal mariées que la passion amoureuse avait défaites et consumées, parfois jusqu'au suicide. Jusqu'à présent, on pourrait se dire qu'il n'y a là rien d'exceptionnel. Des secrets de famille, des couples qui semblent soudés sans l'être réellement, ça ne fait pas un roman, sauf que si. Dans la toute première partie du livre, intitulée « Diffraction », qui peut paraître un peu longuette, nous faisons connaissance avec les principaux protagonistes. La famille Farrell, l'équipe Farrell, leur passé, leur parcours, leur inquiétude, leur état d'esprit. Certaines critiques ont reproché à l'autrice de verser dans la caricature, de construire des personnages trop archétypaux. C'est un avis qui peut s'entendre. Mais, pour ma part, je les ai trouvés ambivalents et d'une grande complexité. Karine Thuil a veillé à ne faire preuve d'aucune empathie. Aucune empathie pour aucun d'entre eux. Ce qui donne un récit presque journalistique, attaché à la description. Un récit qui dissèque plus qu'il ne raconte, jusqu'à l'affaire. Alexandre, le fils exceptionnellement intelligent, le prodige brillant, celui qui fait la joie et l'orgueil de ses parents. Alexandre est accusé de viol par Mila. Oui, la même Mila, fille d'Adam, le nouveau compagnon de Claire. Elle porte plainte. S'ouvre alors la très courte deuxième partie du roman, le territoire de la violence. C'est la garde à vue et la déflagration de la nouvelle. Puis vient la troisième partie, les rapports humains. Et c'est l'immersion dans un procès révélateur. Comment basculait-on ? C'est ce qui s'exprimait dans les salles d'un tribunal. C'était le récit d'existence saccagée, c'était la violence, les blessures d'humiliation, la honte d'être à la mauvaise place, d'avoir cédé au déterminisme, au désir, à l'orgueil, d'avoir commis une faute, une erreur de jugement, d'avoir été léger, cupide, manipulé, manipulable, impuissant, inconstant, injuste, d'avoir trop aimé le sexe, l'argent, les femmes, l'alcool, les drogues, d'avoir souffert ou fait souffrir, d'avoir fait confiance par aveuglement, amour, faiblesse. La honte d'avoir été violent, égoïste, d'avoir volé, violé, tué, trahi, de s'être trouvé au mauvais endroit, au mauvais moment, de payer pour son enfance, les erreurs de ses parents, les abus des hommes, leur propre folie. La honte de dévoiler sa vie, son intimité, livrée sans condition à des inconnus, de raconter la peur qui les intoxiquait comme une seconde peau urticante, une perfusion venimeuse. La honte d'avoir gâché chacune de ses chances. Avec application. C'est la descente aux enfers, décrite par le menu détail. Une descente aux enfers qui percute et qui interpelle. Claire, toute féministe qu'elle se croit être, se met tout de suite du côté de son fils. Elle tente de se convaincre qu'il y a un malentendu. Il ne peut pas être ce violeur que décrit Mila. Mila qui est dévastée. Elle craque, elle éclate aux sanglots à chaque fois qu'elle est interrogée. Son attitude, son aspect peu séduisant, tout comme sa religiosité, elle est juive pratiquante, la rendent presque suspecte. Et si elle accusait Alexandre pour se venger ? Se venger de lui et de son arrogance, se venger des hommes en général, se venger de Claire qui a détruit le couple de ses parents. Puis Jean, l'implacable. Jean pour qui tous les moyens sont bons pour sauver son fils. Jean qui dira devant le jury qu'il serait injuste de détruire la vie d'un garçon intelligent, doux, aimant. Un garçon qui jusqu'à présent a tout réussi pour 20 minutes d'action. Et au fond, en peignant des protagonistes au comportement peu sympathique, voire même franchement antipathique, Karine Thuil nous force à nous mettre dans la peau des jurés, dans une cour d'assises. Ces derniers doivent aller au-delà des raccourcis faciles pour trancher, surtout quand l'avocat de la défense invoque Nietzsche en disant qu'il n'y a pas de vérité, il n'y a que des perspectives de vérité. Et c'est là que le thème principal du livre prend tout son sens. La culture du viol, et par conséquent d'autres sujets, comme le consentement, les rapports sociaux, les angles différents d'une même situation, la charge de la culpabilité, la violence symbolique et sociale, l'éducation et son rôle dans ce qu'elle trouve d'admissible ou pas. Sont aussi abordées la machine médiatico-judiciaire, voire les liens troubles entre la presse et le pouvoir. Ou encore le rôle des réseaux sociaux, alors que les faits se déroulent en plein mouvement MeToo. Et ce qui est intéressant en termes d'écriture est que le style change.
Là où on avait une alternance de points de vue, Claire, Jean, puis Alexandre, dans la première partie, on arrive lors du procès à une distanciation. Une narration des faits et des événements qui renforce notre position de juré, à notre corps défendant. Les dialogues, nombreux, et les plaidoiries, précises, amènent un dynamisme proche du palpitant d'un polar. Même si, et il faut le souligner, nous sommes plongés beaucoup plus dans la vie de la famille Farrell que dans celle des Wiseman. L'intériorité de cette dernière et la manière avec laquelle elle aborde tout ceci ne sont jamais mises au premier rang. Un choix narratif assumé dans ce livre qui a été inspiré par l'affaire dite de Stanford, datant de 2015. Bien avant MeToo, un étudiant de 20 ans est pris en train de violer une jeune femme inconsciente de 23 ans derrière une benne à ordures. À son procès, il écope de 6 mois, dont 3 fermes, alors qu'il risque jusqu'à 7 ans de prison. La raison, je cite le juge, « Une peine plus lourde aurait eu un impact trop sévère sur lui et il ne représente pas de danger pour la société. » Le web s'enflamme et une pétition contre le juge circule. Elle totalisera plus d'1 demi-million de signatures. C'est le scandale Stanford. Les choses humaines a également été adapté sur grand écran par Yvan Attal en 2021. Un film bien orchestré, avec une distribution qui tient ses promesses. Pierre Arditi dans le rôle de Jean Farrell, Charlotte Gainsbourg dans celui de Claire, Ben Attal qui campe Alexandre et Suzanne Joannet qui joue Mila. Le scénario, coécrit par Yvan Attal et Yael Langman, opte pour un autre séquencement, toujours en 3 parties, mais avec un choix différent que celui du livre. Lui, elle, puis le procès. Et là où le roman reste assez muet sur ce qui se passe au sein des Wiseman, l'on se retrouve dans le long métrage à partager quelques scènes de vie. Pas beaucoup, mais assez pour déroger, il me semble, au parti pris de Karine Thuil. Encore plus grande différence à mes yeux, est que cette quasi-antipathie qu'inspirent tous les protagonistes du livre ne soit pas au rendez-vous. Et là, je dois vous avouer que ça m'a légèrement agacée. Pierre Arditi garde une sorte de fond de sympathie que Jean Farrell n'incarne pas. Ben Attal est incontestablement arrogant, mais reste loin de la froideur distillée par Alexandre. Quand Charlotte Gainsbourg est plus crédible en mère dévastée qu'en essayiste féministe universaliste. Non qu'une adaptation cinématographique devrait, coûte que coûte, être fidèle à l'œuvre littéraire dont elle est issue, mais cette caractéristique des personnages était pour moi un élément clé de l'inconfort des lecteurs et des lectrices. Élément clé pour aborder la question du consentement dans cette histoire. Quoi qu'il en soit, le film tient sa promesse dans la montée en puissance jusqu'au procès et aux plaidoiries. Dans l'émission Le Masque et la Plume, voici ce qu'on en dit. Le début est très mauvais. C'est un diesel, il faut se rôder. Après, à partir du moment où on entre dans la salle d'audience, ça prend son sens. Ça devient très bien. L'avocat dit à un moment donné, il y a plusieurs vérités, mais il va bien falloir trouver une vérité judiciaire. C'est la phrase clé du film qui fonde les relations humaines. Et là, le film devient intéressant. Bien entendu, les avis ne sont pas unanimes. Sur Télérama, autre son de cloche. Les choses humaines additionnent les points de vue des 2 jeunes auxquels s'ajoutent, et c'est sans doute trop, les affres des parents soufflés par la déflagration. Davantage que le livre, dont on se demandait déjà où il voulait bien en venir à force d'empiler les questions sociétales, le film cultive le mystère autour des faits. De l'agression supposée de Mila, on ne verra ainsi que des bribes difficiles à interpréter, montées en parallèle avec les scènes de tribunal, comme pour placer le spectateur dans la position neutre d'un juré chargé d'extraire une vérité judiciaire de déclarations contradictoires. Un parti pris risqué, tantôt intéressant, tantôt étonnamment gris. Et sur le site Ciné-Dweller, on est assez élogieux. Porté par une mise en scène vive et un scénario solidement charpenté qui s'attache à l'étude sociologique des membres de l'entourage des protagonistes afin de permettre une meilleure compréhension de leur comportement ou motivation, les choses humaines brillent par son casting impeccable où même les rôles dits secondaires, Benjamin Laverne, Judith Chemla, Laetitia Eido, nourrissent de leur authenticité cette passionnante peinture de notre société. Au final, au bout de 2h17 de visionnage, on est séduit ou pas par le jeu des acteurs et des actrices, par la complexité des points de vue. On reste mitigé face à la question principale, est-ce un viol ? Mais à la toute dernière et 18e minute,
le réalisateur choisit de montrer un plan. Un plan qui fait tout de même pencher la balance. Évidemment, je ne vous dirai pas lequel ni vers quelle partie, quand le roman refuse de le faire. Est-ce judicieux ? À vous de vous faire votre propre avis, toujours. Vous êtes encore là ? Merci, ça fait plaisir. On bosse dur pour que ça sonne bien. Alors si vous avez aimé, laissez une étoile, un message ou une onde positive. À bientôt sur lesbonnesondes.ma.